J'avoue, je suis très impressionné. J'ai pas l'habitude de parler devant des aussi grandes salles parce que d'habitude, les sujets que j'aborde sont un petit peu confidentiels. Bon, en plus, là, tout le monde va être un peu en digestion, donc préparez-vous à cliquer sur le bouton trop technique dans le feedback. Ça risque d'être un peu ça. Donc TDD et TDD sont dans un bateau. De quoi on va parler? Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il m'a semblé important de vous présenter ce talk. Alors, si ça commence à plus marcher. Donc après voilà, essayer d'expliquer un petit peu le contexte, c'est quoi les motivations derrière. On va faire un rapide rappel sur ce que c'est que le TDD, au sens de développement dirigé par les tests, Test-Driven Development. Et on va voir en quoi le fait d'utiliser des types et des tests de propriété permet d'améliorer en fait cette approche, ou en tout cas de la complémenter. Et petite cerise sur le gâteau, ce sera notre petit dessert de l'après-midi. On verra encore comment on peut aller encore un petit peu plus loin en introduisant le concept de mutation, qui nous permettra d'améliorer encore la couverture et la fiabilité du code qu'on va développer. Et puis on essaiera de conclure, et en espérant que j'ai le temps d'arriver jusque-là. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, juste rapidement qui je suis. Moi, je suis architecte pour une blockchain qui s'appelle Cardano, dans une boîte qui s'appelle Input-Output. J'ai été traumatisé, ou plutôt intéressé par le test lorsque j'ai fait une thèse sur le sujet, et qui m'a mené à la découverte d'une méthode de développement qui s'appelle Extreme Programming, dont TDD est une des pratiques. Ces expériences croisées m'ont convaincu de l'intérêt du typage statique, ce qu'on appelle le typage statique fort. Donc le typage statique fort, c'est avoir des types, des choses qu'on trouve aujourd'hui dans un langage comme TypeScript, même si je sens que les puristes de la théorie des types vont m'insulter, mais c'est pas trop grave. TypeScript est déjà quelque chose qui apporte énormément dans ce domaine-là. Les exemples que je vais vous présenter, le code que je vais vous présenter, ce sera plutôt du Haskell, parce que c'est un peu la référence dans ce domaine-là. Voilà, c'est des choses qui arrivent et qui évoluent. Alors pourquoi ce talk? Récemment, j'ai vu passer ce tweet de Ken Beck. Donc Ken Beck, c'est l'inventeur de l'extreme programming. C'est lui qui a inventé le test-driven development. Alors, il n'a pas inventé, en fait. Il a écrit un livre, il a donné un nom, il a codifié la pratique, mais c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Et il le dit lui-même, hein, d'ailleurs, dans son bouquin. Et il dit, bah oui, est-ce que c'est la responsabilité des programmeurs qui écrivent le code que la qualité de leur travail, telle qu'est expérimentée par les utilisateurs, la responsabilité des développeurs de la qualité de leur travail. Et donc cette question-là, en fait, ce tweet était suivi par ce petit mime. Oui, alors TDD est un dogme, mais oui, d'accord, ok. Bon, vous ne faites pas de TDD, c'est-à-dire vous n'écrivez pas les tests avant d'écrire le code, mais vous automatisez vos tests, n'est-ce pas? Vous automatisez vos tests. J'ai fait une petite expérience, je me suis baladé dans le hall, là. J'ai regardé le nombre de fois où était écrit le mot test dans les stands. Et donc, on va parler de développement dirigé par les tests. Il y en a. Je suis mauvaise langue, mais non, il y en a. Voilà, donc mon idée, hein, le but, c'est d'essayer de... alors, pas faire prendre conscience, parce que je pense qu'on est tous conscients, c'est juste peut-être de faire une petite piqûre de rappel, peut-être d'essayer d'en remettre une couche, parce que à titre personnel, en tant que développeur, en tant qu'architecte, en tant que personne qui parfois lead des équipes, parfois en fait partie, je me sens responsable du code que je livre, et TDD est pour moi un outil vraiment fondamental dans cette qualité, dans la livraison de la qualité. Et la qualité, c'est pas un truc arbitraire, c'est pas j'ai écrit du beau code. La qualité, c'est je livre un produit ou un logiciel qui fournit un résultat attendu par mon utilisateur, quel qu'il soit. Voilà, donc c'est la motivation de ce talk. Alors, j'aime bien prendre des exemples. Je suis une personne très terre à terre.
Donc j'aime bien prendre des exemples concrets. Donc on va utiliser un problème concret pour illustrer en fait toute cette logique, tout ce dont je vais vous parler. On va parler d'un truc qui s'appelle le NIR. Alors le NIR, c'est quoi? C'est le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, plus communément appelé numéro INSEE. Donc c'est votre numéro de sécurité sociale. Alors ce numéro a une petite histoire rigolote, c'est qu'il a été inventé en 1940, une année intéressante dans l'histoire de France. Et il a été inventé en fait au départ pour essayer de construire un recensement des combattants pour une éventuelle résistance. Et en fait, a été, petite anecdote rigolote, hein, il a été à un moment donné, il y a eu des tentatives de récupération par le gouvernement de Vichy. Alors le NIR, c'est quoi? Le NIR, c'est ça. Hein. Donc je suis assez vieux, mais je ne suis pas né en 1923. Donc ce n'est pas mon numéro de sécurité sociale. On pourrait croire, je sais, c'est la barbe. Mais... alors le NIR, c'est quoi? Le NIR, c'est un numéro qui a une structure. Hein, donc vous avez un chiffre pour le genre, vous avez 2 chiffres pour l'année de naissance, vous avez 2 chiffres pour le mois, vous avez 2 chiffres pour le département, votre département de naissance. Et c'est là qu'on voit que je suis originaire du Nord, puisque 59, c'est le département du Nord, et 350, c'est l'île. Donc, je sais que cette personne est une femme, numéro 2, qui est née en 1923, au mois de novembre, et qu'elle est née à Lille, dans le Nord. Voilà. Donc, je sais beaucoup de choses sur cette personne, en fait. Soyez en passant, c'est un des problèmes du NIR, et du numéro INSEE, c'est qu'en fait, c'est un numéro qui vous identifie, nous identifie, et de manière complètement transparente. Hein, ce n'est pas du tout un hash de 64 bits complètement arbitraire, non, c'est un truc qui, parmi toutes dans la salle ici, alors bon, vu la structure du public du DFS, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même, en tout cas pas mal de numéros qui correspondent, mais ça permet quand même d'identifier les gens assez précisément. Bon, mais je ne vais pas en parler, ça va nous entraîner trop loin. L'exemple m'a paru rigolo. Alors, le NIR se termine par 3 numéros qui sont numéros de série. Donc, si vous avez eu des enfants, ou quand vous en aurez, même si vous n'en avez pas, en fait, quand vous êtes né, quelqu'un vous a attribué un numéro de série dans la ville de naissance. Et une clé numérique qui est calculée à partir des autres chiffres, comme étant, de mémoire, il y a un modulo 97 dans l'histoire, je n'ai plus le code en tête exactement, mais on le verra après. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce ne sont que des chiffres, c'est qu'en fait, on se sert de l'accumulation des chiffres, de la somme des chiffres, pour calculer ce qu'aujourd'hui on appellerait un checksum, qui est la clé numérique et la clé de contrôle. Petit rappel sur le cycle TDD. Tout le monde fait du TDD dans cette salle, j'imagine, sinon vous ne seriez pas venu à cette conférence. Ou pas. Qui fait du TDD? Ah, quand même. Cool. Super. Bon, j'espère que les autres vous y mettrez après. Sinon, je viendrai vous voir personnellement, vu que j'aurai votre numéro de sécurité sociale. Donc, le rappel, un TDD, c'est quoi? Le principe de base, hein, c'est je pars d'un test. Et la première chose que je fais, c'est pas me ruer sur mon clavier pour écrire du code, c'est me ruer sur le clavier pour écrire un test après avoir discuté avec les experts du domaine, l'utilisateur, éventuellement l'AQA, si vous en avez, qui vont dire, OK, donc ce truc-là, il serait intéressant qu'on vérifie ci, ça, ça et ça. Et là, on peut commencer à discuter. Et on peut commencer à écrire des tests. Et une fois qu'on a écrit des tests, on va écrire un test. Et on va écrire le code minimal qui fait passer ce test. Minimal. Le truc le plus simple. Et parfois, ça veut dire... alors, l'exemple canonique, quand on commence à faire du TDD, c'est que j'écris un test dans lequel je dis 1 plus 1 égale 2 quand je veux tester la fonction plus. Et le corps de la fonction plus, ça va être 2. Puisque le seul exemple que j'ai, c'est 1 plus 1. Et donc, ce que je vais faire, c'est petit à petit, au fur et à mesure où je vais m'engager dans cette boucle, refactorer le code pour améliorer sa structure, pour supprimer de la duplication, pour faire en sorte qu'il continue à passer tous les tests, pour qu'il y ait voilà. Et donc, cette boucle, en fait, va me permettre de produire du code qui va être testé en continu et qui va être dirigé par le test. Bon, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Alors, c'est pas la première fois que je donne ce talk, mais d'habitude, je le fais plutôt en live coding dans Emacs. Là, je me suis dit que vu le nombre de personnes,
j'allais peut-être être un petit peu stressé, donc j'aurais tendance à faire un peu n'importe quoi avec mon clavier. Donc je me dis que ça allait être un petit peu... j'avais pas envie qu'il y ait des gens qui vomissent après le repas, alors que j'allais sauter d'une fenêtre à l'autre. Donc ce ne sera pas du live coding. Il y aura des morceaux de code, plein de morceaux de code, mais ce ne sera pas du live coding. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller visiter cette URL, qui est en fait un ensemble de... voilà, une accumulation de talks, de données, d'expérimentation autour de ce sujet. Alors, rapidement, donc, notre premier test, c'est quoi? Donc ça, c'est du Haskell. Je vais essayer de faire en sorte que... Enfin, j'ai essayé de faire en sorte que la syntaxe ne soit pas normalement un frein, mais bon, c'est pas magique. Des fois, il y a des trucs un peu bizarres. C'est pas très grave si vous comprenez pas tout. L'essentiel, c'est d'essayer de saisir, en fait, bien évidemment, la structure. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, je vais écrire un test dans lequel je vais valider mon numéro INSEE. Et puis, l'idée, c'est que si je donne le premier test que je vais écrire, souvent, ça va être un test positif. C'est le test qui va me permettre, en fait, de définir un petit peu mon API. Bon, voilà, on est d'accord, c'est un terme un petit peu pompeux pour désigner une fonction qui prend une string et qui retourne un booléen, mais bon, vous voyez l'idée, quoi. Ça me permet, en fait, d'un petit peu de délimiter le terrain. De dire, tiens, je vais parler de ça. Et ce truc-là, ça va être la première étape. Et du coup, je vais dériver une première représentation. Alors, j'ai mis naïve parce qu'elle l'est, mais elle est relativement intuitive. Intuitive, j'ai un numéro INSEE. Alors là, j'utilise une syntaxe Haskell, mais qui n'est pas très... l'idée, c'est juste d'avoir, en fait, d'encapsuler une chaîne de caractères. Et puis, ma fonction de validation, elle va prendre ce numéro INSEE, puis elle va me retourner un booléen. Et elle va me dire si oui ou non, ce numéro INSEE est valide. Donc, j'écris une fonction de validation, et ma première interface, en tout cas, le premier outil pour manipuler mon INSEE, c'est le fait de valider qu'un numéro est correct. Et du coup, je sais qu'il est correct. Alors, une fois que j'ai écrit ce premier test, donc j'ai écrit cette première fonction. Donc, je n'ai pas mis tout le corps de la fonction. On verra des exemples un petit peu plus tard, mais je pense que 100% des gens dans la salle devraient pouvoir imaginer comment ça marche derrière, même si ce n'est pas du Haskell, si vous le faites en n'importe quel langage. Et donc, l'idée après, c'est qu'on va enchaîner les tests. Une fois que j'ai écrit mon premier test, probablement, là, si je l'écrivais en vrai, mon premier test, ce serait return, la chaîne de caractères encapsulée dans mon type INSEE, 2, 23, 11, donc vraiment un fake, quoi, juste pour poser la structure. Et puis après, je vais commencer à trianguler. Donc je vais commencer à trianguler en identifiant, en fait, j'ai un espace là, pas très grand, mais j'ai un espace quand même, dans lequel je peux faire plein de trucs. Et donc je vais dire, ok, mais en fait, plein de trucs, c'est bien, mais en fait, je ne veux pas faire plein de trucs. Je veux juste, ce qui m'intéresse, c'est valider juste les chaînes de caractères. Donc, la première donnée, c'est dire un IR correct, il fait 15 caractères. Il n'en fait pas 5, il n'en fait pas 16, il en fait 15. Voilà. Donc, et puis, petit à petit, je vais rajouter, vérifier que le premier caractère, c'est bien 1 et 2. Après, je vais vérifier que l'année est bien représentée sur deux chiffres. Alors, là, sur une année, bien sur 2 chiffres, en fait, je n'ai pas d'autres possibilités. Éventuellement, la seule erreur que je pourrais introduire, ou le seul moyen de trianguler, c'est de dire ma chaîne de caractères contient autre chose que des chiffres. Je vais valider le mois. Alors, le mois est intéressant, là, pour le coup, parce que là, par contre, je peux avoir des chiffres qui ne sont pas corrects. Je vais valider le département. Et là, ça commence à être un petit peu plus intéressant, parce que le département, il commence à avoir un comportement un peu spécial. 96, ce n'est pas un département. Donc, il va falloir que je vérifie un petit peu ces cas. Et j'ai même des cas particuliers. Par exemple, 99, c'est un département. En fait, c'est un département qui n'existe pas, c'est un département qui identifie les personnes nées à l'étranger. Et en l'occurrence, pour la petite histoire, 99, le code de commune après le 99, ce n'est pas votre ville de naissance, c'est votre pays de naissance. Donc là, en l'occurrence, je crois que c'est une personne qui est née en Indonésie. Et puis, après, j'ai donc le numéro de la commune. Alors, j'ai fait une petite... si vous vérifiez comment est construit un IR, en fait, vous vous rendrez compte que je vous raconte un peu n'importe quoi. C'est qu'en fait, le lien entre département et ville est un peu plus compliqué que ce que je vous présente ici. Mais bon, on ne va pas s'en préoccuper pour l'instant. Le numéro de série et enfin la clé de contrôle. Et là, je vérifie si je change la clé de contrôle, ça se passe pas bien. Le code du validateur est relativement évident. On voit, je vais passer donc
je vais déconstruire ma chaîne de caractères, je vais la découper en petits bouts, et puis je vais prendre chacun des petits bouts et vérifier la structure, la correction de chacun de ces petits bouts. Le validateur du département, c'est un des plus intéressants. Hein. On voit, là, je dois vérifier des bornes, etc. Et puis, au bout d'un moment, je me retrouve avec ça. Cool. Une barre verte. Champagne. Bon, sauf qu'il me reste 35 minutes, donc vous vous doutez bien que ce n'est pas encore fini. Alors, un des problèmes principaux que je pense vous avez identifié dans cette implémentation, c'est ce qu'on appelle primitive obsession. C'est qu'en fait, représenter un domaine aussi complexe que le NIR, avec une chaîne de caractères, c'est pas terrible. D'accord ? C'est même un anti-pattern. Après, j'ai aussi utilisé alors, j'ai triangulé, j'ai avancé dans mon truc, et puis normalement, là, je dois avoir une implémentation qui est après correcte, mais j'ai vraiment utilisé un nombre limité d'exemples. En fait, j'ai pas du tout couvert mon domaine, j'ai pas couvert en fait les bornes, je suis pas vraiment sûr que d'avoir bien identifié un petit peu peut-être des cas limites, des cas spéciaux. Et puis, un autre problème qui est encore plus, qui est plus embêtant, c'est que comme j'ai aucune structure, je n'ai aucune sémantique, en fait, dans mon numéro INSEE. À chaque fois que je vais trimballer mon numéro INSEE dans mon code métier, en fait, si je ne sais pas trop d'où vient le numéro INSEE, je vais devoir le revalider. Donc, je vais passer mon temps, en fait, à refaire la même chose et à trimballer ce code de validation. Potentiellement, à le réécrire 3 ou 4 fois dans 3 ou 4 librairies différents, etc. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de trouver un meilleur modèle. Alors, comment on peut faire ça ? On peut s'inspirer d'un truc qui est encore un autre acronyme barbare, qui contient DD aussi, mais il y a D devant, donc ça fait 3D, DDD, Domain Driven Design. Hein. Donc, le but du jeu n'est pas de vous surcharger ou de faire le malin avec des acronymes, c'est juste que ce sont des outils intéressants intellectuellement, et ce sont des outils qu'il vaut la peine d'explorer, et qui vont bien ensemble. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, finalement, ce qui m'intéresse, c'est d'identifier un domaine du NIR, en fait. Alors, le domaine, encore une fois, hein, le domaine étant suffisamment simple ici pour que je puisse le mettre dans un slide. Si vous faites de la logistique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ce domaine, en fait, il a une structure, il a un fonctionnement, et ce fonctionnement, en fait, il n'est pas forcément très corrélé aux interfaces avec lesquelles je vais causer. Il n'est pas j'ai en fait ce qu'on appelle un corps domaine, et ce corps domaine va interagir avec le monde extérieur au travers de ce qu'on appelle des ports et des adapteurs, ce qui est connu aussi sous le nom de architecture hexagonale. Comment je peux représenter ce domaine ? Évidemment, vu le titre du talk, je vais utiliser les types. Voilà, donc j'ai besoin en fait des types, et les types me servent à quoi ? Les types me servent à éviter justement cette primitive obsession et à de dire je vais modéliser, coder le domaine métier dans un langage de programmation adéquat et faire en sorte que ce domaine en fait soit reflété par mon code. C'est l'essence du domaine driven design, hein, c'est dire et c'est pour ça que ça marche bien avec le test driven design, c'est que je vais représenter dans un cas mon domaine en disant mon domaine et mon code en fait utilisent le même langage et des structures congruentes et la même sémantique, et je vais le tester avec des exemples qui sont tirés de la vraie vie, et du coup tout ça va bien marcher ensemble. Alors, à quoi ça pourrait ressembler ? Voilà un exemple de type. Donc, je pense que peu d'entre vous pratiquent le Haskell, mais ce type, il serait tout à fait, voilà, on ne serait pas loin de la même syntaxe en TypeScript. On aurait beaucoup plus de lignes en Java, mais bon, c'est Java. Je pense que Kotlin a fait beaucoup de progrès, donc ça serait beaucoup mieux. Bref, je ne vais pas troller, c'est pas le but, mais c'est assez évident. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que je décris en fait la sémantique de ce qu'est mon numéro INSEE. Et cette sémantique de mon numéro INSEE, je vais lui donner des types. Donc je vais avoir un genre, je vais avoir une année, un mois, un département, une commune et un ordre. Et le truc important, c'est que la clé n'est pas dans le type. Parce que la clé, en fait, elle ne fait pas partie du modèle, en tout cas du type, elle fait partie du domaine, et c'est une fonction qui est dérivée, que je peux calculer, et une fois que et cette fonction, elle a une propriété qui est très intéressante, c'est qu'elle est totale. C'est que si j'ai un numéro INSEE qui est correctement construit, je peux toujours calculer sa clé. Et donc, si je regarde un petit peu les types des différents éléments que j'ai à ma disposition,
eh bien, je vais pouvoir faire des choses assez simples, par exemple, plutôt que d'utiliser 1 et 2 qui sont nuls et je ne sais pas à quoi ça correspond, eh ben, en fait, alors, malheureusement, en 1940, on n'avait pas trop conscience des problèmes de non-binarité, donc on a le choix entre mâle, masculin et féminin, c'est comme ça. Par contre, en 1940, ils ont failli rajouter 6 pour juifs, mais bon, ça c'est pas une blague, hein, je vous invite à vérifier sur Wikipédia. Ils l'ont pas fait, ça n'a jamais été implémenté, mais c'était à ça que devait servir le numéro, le petit numéro en premier, à identifier la race. Bref. Je peux faire des choses plus intéressantes avec le mois. Alors, pareil, les mois, j'en ai pas 13 ou 11, j'en ai toujours 12, en tout cas dans le calendrier grégorien, et ils sont toujours les mêmes, donc je peux les énumérer. Les types énumérés, c'est le premier, c'est le B à bas de la structure des types. Je peux faire des trucs plus rigolos. Par exemple, je peux dire, je peux identifier dans mon domaine, dire, en fait, le champ département de mon IR, c'est soit un département qui est compris entre 0 et 96, soit un pays étranger. D'accord ? Alors là, je laisse de côté la question du code du pays étranger. Mais bon, j'imagine que vous saisissez l'idée, j'espère. Je fais un peu de hand-waving, mais bon. Et puis, je peux faire la même chose pour les années. Là où ça devient intéressant, c'est quand je commence à introduire, en fait, dans la structure de mes types, des contraintes qui sont sur les valeurs admissibles. Et c'est le sens de ce Zn que vous voyez, par exemple. Si je regarde l'exemple de la commune, la commune, les valeurs possibles de la commune, c'est entre 0 et 999. Et 0 et 999, eh bien, ça correspond... alors Zn, c'est les trucs de Haskell. On a un peu tendance à se la péter dans le monde Haskell. Zn, c'est Z sur Zn, donc c'est le groupe fini des entiers qui contient n éléments, donc là 1000 éléments, donc de 0 à 99. C'est ça que ça veut dire. Mais en fait, c'est juste dire, voilà, mon entier, les valeurs admissibles, c'est de 0 à 99. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le développement dirigé par les types ? Là, j'ai écrit des types, ok, super, mais bon, j'ai écrit que des types, j'ai rien fait, en fait, encore. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de dire, alors c'est un truc qui est très très vieux, qui a à peu près, qui est très vieux, peut-être 100 ans, pas loin. C'est l'idée, et si nos types, c'était des propositions, au sens logique du terme ? Donc c'est de dire, alors je pense que, peut-être que vous en avez entendu parler, sous le nom de Curie-Howard. Curie-Howard, donc c'est Monsieur Curie et Madame Howard qui ont eu des enfants. Et Curie-Howard, c'est l'isomorphisme de Curie-Howard. C'est simplement de dire, en fait, entre la théorie des types et les langages de programmation, il existe un isomorphisme. Les types sont des propositions. Les types sont aux propositions de la logique, ce que les programmes sont aux preuves de la logique. Et donc, cette idée de développement dirigé par les types, c'est de dire, développer, ça va être quoi ? Ça veut dire, j'ai des types, je vais définir des propriétés sur mes types, et puis, je vais prouver que l'implémentation, mon implémentation, ça va être la preuve que le code respecte bien ces types et cette propriété. Donc, ceci n'est pas un talk sur la programmation, sur le theorem proving, donc on va pas aujourd'hui prouver du code. Et en fait, en réalité, dans la vraie vie, même si j'aimerais bien, et pas mal de gens aimeraient bien, c'est quand même très compliqué de prouver, de dériver des preuves de programme, en fait. Et c'est encore un petit peu de la science-fiction. Enfin, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle qu'on nous a promis ce matin, peut-être que ça va arriver, mais on ne sait jamais. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on va faire un truc plus simple. On va dire, j'ai des types, j'ai des propriétés, je vais écrire mon code aussi, je ne vais pas le dériver, je vais l'écrire, et puis entre les deux, je vais prouver avec des guillemets, en testant. Et ça nous donne un truc assez génial, c'est cette idée de tester en fait mon domaine en testant ses propriétés. Alors, quelles propriétés sont intéressantes à tester ? Dans le domaine du NIR, pour l'instant, alors il y en a plein qui pourraient être intéressants dans plein de domaines différents. Dans le domaine du NIR, une des propriétés intéressantes qu'on a envie de tester ici, c'est justement ce lien entre la représentation externe, que tout le monde connaît, que tout le monde manipule, et en fait qui est utilisé partout, qui va être utilisé par un site web, que je vais récupérer d'un formulaire, que je vais écrire dans une base de données, que je vais rebalancer un service tiers.
la cohérence interne de mon modèle. Donc j'ai envie de dire, si je reçois en fait une chaîne de caractères, je dois être capable de parser cette chaîne de caractères pour construire un objet NIR valide. Et cette idée, c'est une idée assez fondamentale, enfin assez importante en tout cas, qui a été coinée, je suis désolé pour la vélotypie, qui a été inventée, ou en tout cas déposée par Alexis King, qui est cette idée de parse don't validate, au sens où plutôt que de valider des valeurs et de passer mon temps à valider en fait des représentations, si aux frontières de mon domaine, je prenais une représentation externe, je la parse, c'est-à-dire je fais une analyse syntaxique et je produis une valeur qui est syntaxiquement et sémantiquement correcte par construction, en fait, j'ai plus besoin après de valider. Parce que le truc qui est dans le domaine, il est valide, nécessairement. Et là où ça devient rigolo, c'est qu'en fait, du coup, je peux prendre une chaîne de caractères, je peux construire une fonction qui va prendre une chaîne de caractères et qui va me dire, soit j'ai un nombre INSEE correct, soit j'ai une erreur. Alors, le either, là, oui, d'ailleurs, c'est un either, normalement. Le type either, c'est le fait de dire, je peux retourner une valeur ou une autre valeur. C'est ce qu'on appelle un type sum. Et là où ça devient encore plus rigolo, c'est que si j'ai une fonction parse, j'ai aussi une fonction print. Et cette fonction print, en fait, c'est l'inverse de la fonction parse. Alors, je sais, les mathématiciens dans cette salle vont hurler, c'est pas vraiment l'inverse, on est d'accord, mais bon, moralement j'ai raison. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que si je prends un IR correct, un IR correct, je peux toujours produire une représentation sous forme de chaîne de caractères, et cette représentation sera nécessairement correcte. Et du coup, print, en fait, à contrario de parse, c'est une fonction totale. C'est-à-dire, à partir d'un numéro INSEE correct, je produis toujours une chaîne de caractères. Je ne peux pas ne pas produire une chaîne de caractères, puisque le NIR est correct. Et donc, l'idée, c'est quoi? Une des premières propriétés qu'on a envie de tester sur notre domaine, c'est quoi? C'est de dire, de tester, de vérifier que print égale parse-1. Et print égale, alors si je le dis en français, c'est que, étant donné un identifiant INSEE correct, je dois pouvoir reconstruire cet identifiant à partir de sa représentation textuelle. Et alors là où ça devient génial, c'est que bien évidemment, ça, je peux l'écrire en code, sous la forme d'une propriété. Cette propriété, donc, bon, c'est du code, mais si vous plissiez les yeux assez fort, vous voyez bien que c'est à peu près la même chose que ce que j'ai écrit au-dessus en anglais, avec des petits opérateurs rigolos, mais c'est à peu près la même idée. C'est-à-dire, étant donné un numéro INSEE quelconque, si je print ce numéro INSEE et que je le parse, donc parse.print, ça veut dire je print d'abord et je parse, c'est la composition de fonctions, je dois obtenir le même numéro INSEE. Le write, ici, vient du fait que je peux parse me produit soit right, soit left, et en fait, là, je m'attends à toujours produire right. Et le tabulate, ici, va me permettre de dire, mais c'est un outil qui est assez intéressant, c'est que derrière tout ça, cette mécanique-là, cette propriété que je peux exprimer, il y a toute une logique qui est de dire, il faut que je puisse faire quoi? Il faut que je puisse générer des nombres INSEE et vérifier que la fonction est vraie pour tout nombre INSEE que je vais pouvoir générer. Et ce générateur, en fait, j'ai envie de vérifier ses propriétés aussi. Et d'où l'idée de pouvoir tabuler et de pouvoir dire, OK, alors là, je l'ai fait que sur un exemple, mais dans la vraie vie, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder, en fait, on va vérifier que nos générateurs sont aussi corrects. C'est le sens de ce tabulate. Alors, du coup, les générateurs, à quoi ça va ressembler? Ça va être des instances arbitraires de ma donnée. Et donc, par exemple, quand j'ai un genre, je peux avoir soit un homme, soit un M, soit un F. Quand j'ai une année, je vais avoir un nombre quelconque dans le domaine de l'année. C'est le sum Zn qui est là. En fait, c'est un truc qui va me générer un nombre dans le domaine implicitement borné du type de l'année. Pareil, donc l'instance pour l'arbitrament, là, c'est un truc générique que je peux même générer automatiquement, en fait, grâce à la librairie que j'utilise. Et l'instance de département, là, elle est intéressante. Alors, j'ai essayé d'illustrer dans ce bout de code différentes manières de produire des valeurs arbitraires. Là, on voit ce que je me dis, en fait, dans la vraie vie, dans mes exemples, j'aurai beaucoup plus souvent des gens qui sont nés en France, dans un département, que des gens qui seront nés à l'étranger. Si vraiment j'avais envie de faire un truc aux petits oignons, je pourrais dire, je prends la distribution réelle dans la population française des gens qui sont nés en France et des gens qui sont nés à l'étranger,
et je construis cette distribution et je l'applique à mes générateurs. Ça y est, j'en ai déjà perdu un. Hop. Et du coup, j'exécute ma propriété. Donc alors là, je fais beaucoup de magie, bien évidemment. C'est en fait derrière tout ça, il y a toute une logique, des bibliothèques, etc. Mais en fait, ce que j'essaie d'illustrer là, c'est que ce qu'on doit écrire, en fait, c'est finalement quelque chose d'intéressant, mais et qui sont de l'ordre du domaine. C'est en fait, c'est quoi une valeur arbitraire d'un département, c'est quoi les propriétés intéressantes de mon système. Et là, automatiquement, QuickCheck va me générer des valeurs. Donc là, il m'a généré 100 valeurs. Et il va me dire, OK, super, j'ai généré 100 valeurs, tout est OK. Et voici la distribution des années. Et là, donc, je pense que ceux d'entre vous qui ont été attentifs aux 10 slides d'avant se sont rendus compte, en fait, d'un problème. Mais ce problème, en fait, QuickCheck me l'identifie. Il me dit, ah ouais, mais attends, j'ai généré 100 valeurs et j'ai essayé très fort de générer une distribution qui est suffisamment uniforme. Et dans ces 100 valeurs, 100% ont l'année entre 0 et 10. C'est pas normal. Ben non, c'est pas normal, parce qu'il y a un bug dans mon modèle. Dans mon modèle, en fait, l'année, elle devrait être pas entre 0 et 10, entre 0 et 9, elle devrait être entre 0 et 99. Alors, pour la petite histoire, la première fois que j'ai fait ce talk, je ne me suis pas rendu compte de ça. Et donc, c'est pour ça que je l'ai recyclé dans ce... Et en fait, ça illustre un point très important de cette démarche, c'est qu'en fait, on est en train de construire des choses les unes contre les autres. Et en particulier, on est en train de dire, j'ai une propriété, je vais vérifier un bout de code, je vais vérifier que je parse, je vais vérifier que je print. Le problème, c'est que le danger, c'est le raisonnement circulaire. Le raisonnement circulaire, c'est dire, mon type est correct, mes générateurs sont corrects, du coup mes tests sont corrects. Non. Il faut que je teste mes générateurs aussi. Il faut que je vérifie que mes générateurs produisent des valeurs correctes. Et cette vérification, en fait, elle consiste à justement à introduire dans le système et dans ma logique de test la capacité à identifier ces erreurs potentielles et en fait à tester mes générateurs. Donc là, vous êtes en train de dire, ah oui, mais alors donc du coup, tu es en train de me dire qu'il faut tester nos tests. Oui. Je suis en train de vous dire qu'il faut tester vos tests. Parce que sinon, la confiance que vous avez en vos tests, en fait, elle est limitée à un premier niveau. Alors évidemment, ça dépend de ce que vous faites, mais en l'occurrence, il y a des cas où ça devient important. Super. Du coup, alors je ne vous ai pas montré le truc, mais effectivement, une fois que je change Donc là, c'est cool. Donc j'ai dirigé mon développement par des tests, puis je me suis dit, là, ça y est, j'ai monté de niveau, je suis Wizard level 12, et du coup, maintenant, je suis capable de diriger mon développement avec des types. Super. J'ai fini ? Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini, en fait, pas encore. Déjà parce que mon talk n'est pas fini, parce qu'il me reste encore 16 minutes, mais surtout parce que y a encore plein de choses que je n'ai pas vérifiées. Par exemple, je n'ai pas vérifié vraiment la fonction compute-key. C'est-à-dire qu'en fait, mon domaine, là, j'ai fait un petit peu de tour de magie, de tour de passe-passe de Bonto, mais en fait, le vrai domaine, là, c'est justement la vraie valeur ajoutée dans mon truc, là, c'est la clé, c'est le calcul de la clé. Alors, en tout cas, étant donné les limites de mon petit domaine que je vous présente dans ce talk. Par ailleurs, la propriété, comme on l'a vu d'ailleurs avec cet exemple de l'année qui est par accord, la propriété, elle va vérifier que toute chaîne valide produit une valeur INSEE correcte. Mais qu'en est-il de la contraposée? C'est-à-dire, est-ce que mon parseur va bien rejeter toutes les chaînes incorrectes? Et c'est ça qui est important aussi, parce que je n'ai pas envie de me faire dosser, je n'ai pas envie que quelqu'un injecte, trouve une faille de sécurité dans mon système juste parce qu'il aura réussi à introduire en fait la capacité d'injecter une chaîne de caractères incorrecte qui, pour une raison X ou Y, va introduire un effet de bord dans mon domaine. Donc, du coup, oui, j'ai besoin d'aller un petit peu au-delà et en fait, une fois que j'ai fait ces propriétés, les propriétés positives, d'une certaine manière, c'est une manière de le formuler. Une fois que j'ai vérifié les propriétés positives, j'ai envie aussi de vérifier des propriétés négatives. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'introduire la notion de mutation. Voilà. Alors, c'est pas très compliqué. Je peux me dire,
si je pars d'une valeur INSEE correcte et que je lui applique une mutation arbitraire qui va la transformer en une valeur incorrecte, eh bien, je dois pouvoir vérifier que parse ne va pas accepter cette chaîne de caractères et va donc bien me rejeter ma chaîne et va produire une valeur qui est correcte. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Alors là, c'est un petit peu le morceau de bravoure du talk. Là, cette propriété, elle est déjà un petit peu plus... Elle est un petit peu... Alors, soit dit en passant, hein, c'est exactement la même chose que ce que j'ai écrit là, mais encodé. Et donc là, on se dit quoi? On dit, ben, en fait, je vais dire, pour toutes les instances arbitraires de nombre INSEE, et pour tous les mutants que je vais générer, qu'on verra plus tard, pour tous les mutants qui me produisent une mutation, à ce moment-là, si j'applique ma mutation à mon nombre INSEE pour obtenir un mutant, et que je parse ce mutant pour obtenir un nombre INSEE, le résultat doit être une erreur. Ouais. Et là, instruit par l'expérience, par mon expérience, je fais bien attention à vérifier que que mes générateurs sont bien corrects. Donc je vais être capable. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais tabuler, ça va être identifier en fait toutes les classes de mutants que j'ai générées. J'aurais pu bien évidemment faire la même chose, enfin j'aurais pu. Je devrais, mais bon. Après, on n'arriverait plus à lire sur le slide. Je devrais bien évidemment tabuler aussi le nombre INSEE de la même manière que je l'ai fait précédemment pour bien vérifier que mon générateur continue à produire des valeurs qui sont suffisamment dispersées dans mon espace. Du coup, mes mutants, à quoi ça ressemble? Bah, tant qu'à faire, j'ai des types, donc autant les utiliser. Du coup, mes mutants, c'est aussi des valeurs, c'est aussi des objets, un type de données. Donc, dans lequel je vais avoir... Donc là, j'ai donné un premier exemple. Il faudrait bien évidemment, dans un domaine suffisamment... Enfin, quand on le fait dans la vraie vie, il faudrait bien évidemment ne pas simplement s'intéresser à la mutation de l'année. Mais bon, là, pour les besoins de l'exemple, on va dire, ma mutation, je vais pouvoir muter l'année en identifiant une position. Donc là, en l'occurrence... c'est pas terrible comme type, puisque là, je peux donner n'importe quoi, mais en fait, en vrai, ce qui m'intéresse, c'est soit 0, soit 1. Et puis, je vais générer un mutant qui va être un caractère arbitraire. Et ma mutation, donc la fonction de mutation, ça va prendre une mutation, un nombre INSEE, et puis produire une chaîne de caractères qui est la représentation de cette mutation. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, normalement, je ne dois pas pouvoir produire de... Enfin, on pourrait... Intuitivement, on aura envie de se dire, je fais la mutation du nombre INSEE, donc je produis un nombre INSEE. Mais non, bien évidemment, je ne peux pas faire ça, parce que par construction, la mutation est censée produire quelque chose qui n'est pas un nombre INSEE. Donc, et le seul moyen que j'ai de représenter ça, c'est de représenter sous l'espace en fait, des choses qui pourraient éventuellement être un nombre INSEE, mais qui n'en sont pas, c'est-à-dire les chaînes de caractères. D'où l'idée que la mutation va transformer et va produire une chaîne de caractères. Du coup, mon générateur, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc, je vais choisir une valeur entre 1 et 2. Bon. Et puis, 1 et 2 correspondant en fait à la position de l'année, aux valeurs possibles, enfin aux différents chiffres dans le NIR correspondant à l'année. Bon, c'est pour ça que c'est 1 et 2. Et puis, je vais dire, vas-y, génère-moi un caractère arbitraire que je peux imprimer parce que, bon, on ne va pas s'emmerder avec l'Unicode. Et puis, je vais produire, du coup, ça va me donner une mutation de l'année. Et là, boum, quand je lance ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une erreur. Et là, QuickCheck me dit, ah ouais, mais non, en fait, là, après avoir exécuté 4 tests, eh bien, j'ai une erreur. C'est-à-dire que j'ai ce numéro INSEE, là, qui n'est pas très lisible. J'ai appliqué la mutation qui va changer la position 1 en 4. Et guess what? J'obtiens ce numéro INSEE, qui n'est pas le même que celui du dessus. Mais ça marche. C'est un numéro valide. Ah, merde. C'est pas ce que je voulais. Alors, pourquoi ça marche? Ça marche parce que
en fait, mon générateur, il génère n'importe quel nom, n'importe quel caractère, donc des digits. Et potentiellement, si je génère un nombre suffisamment large de digits différents, eh bien, je vais produire un NIR avec une année différente, mais qui aura la même clé, donc qui sera valide. Et en fait, en changeant potentiellement, je peux produire des NIR valides, c'est-à-dire ayant la même clé de contrôle, mais avec des digits légèrement différents à différents endroits. Je n'ai pas fait le calcul, j'ai pas fait la formule mathématique, mais je suis sûr et certain qu'il doit y avoir des polynômes là-dedans. Et donc normalement, en fait, ça doit être assez facile de construire un polynôme qui va me permettre de garantir que, étant donné une clé que j'obtiens depuis un NIR, voilà quel chiffre je peux changer et à quelle valeur je peux les changer. Ce serait d'ailleurs une propriété intéressante et une structure intéressante à encoder dans ma propriété. Parce que ça me permettrait en fait d'encoder dans mon processus de vérification, dans mon processus de construction de code, d'encoder en fait une propriété qui est une propriété mathématique sous-jacente du calcul de ma clé, qui n'est pas évidente. Le calcul de la clé, il est trivial, ça fait 2 lignes. Hein, c'est prendre la somme des chiffres et faire un modulo 97 et enlever ça à 97. Donc c'est très très facile. Ouais, j'ai plus de détails en tête, mais c'est à peu près ça. Du coup, mais la propriété sous-jacente, c'est qu'en fait, je dois avoir un polynôme avec les chiffres qui sont les différents chiffres de mon nombre, qui va produire probablement que je peux projeter dans un groupe fini. Et donc ça, ce serait une propriété intéressante à modéliser. Il faudra que vous reveniez l'année prochaine. Alors, dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de se dire, bah oui, mais alors, et mes clés? Ah bah oui. Donc là, par contre, ce que je peux avoir envie de faire, c'est de dire, pour vérifier que mes clés sont bien correctement calculées, bah, je vais les muter. Et du coup, je vais être capable de vérifier que le calcul de la clé est bien correct. Lorsque je reparse mon nombre, mon NIR. Et mes mutants, ça va être quoi? Dans ce cas-là, ça va dire soit je mute l'année, soit je mute la clé. Potentiellement, on voit bien que là, je pourrais en rajouter. Je pourrais dire, oui, après, je vais muter le mois, le département, le genre, etc. etc. Mais vous avez l'idée. Et quel est le résultat? Eh bien, maintenant, lorsque je lance ce code, voilà, j'ai bien ici mes mutants qui sont tous tués. C'est un peu violent comme terminologie, je suis désolé. Mais bon, c'est comme ça qu'on dit. Et j'ai généré 59% de mutations d'années et 41% de mutations de clés. Un petit détail intéressant, c'est que QuickCheck vous offre la possibilité de faire échouer votre test si vous n'avez pas généré une couverture suffisante dans vos valeurs. Donc ça, c'est très intéressant et c'est assez sophistiqué parce qu'en fait, il va tenir compte du fait que comme il sélectionne des valeurs, il sélectionne en fait il échantillonne un nombre de valeurs finies dans un espace potentiellement infini, eh bien, potentiellement, le résultat, il n'est pas garanti que toutes les valeurs soient uniformément réparties dans l'échantillon. Et donc, il va faire un calcul statistique qui est assez simple, d'estimation d'erreurs, etc. Mais il va faire un calcul statistique pour vous dire, oui, OK, là, j'ai bien généré ma distribution. Cette distribution, elle a une bonne tête. Et statistiquement, c'est une distribution que j'aurais pu, en tirant aléatoirement dans un... Si vraiment les mutants sont générés de manière uniforme, je peux observer ce résultat. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que, alors évidemment, ce n'est pas très intéressant sur 2 exemples, mais par contre, lorsque vous avez un certain nombre de mutations en fait, assez larges, avec potentiellement des structures un peu compliquées, eh bien, ça devient très intéressant, parce que du coup, vous avez la possibilité de dire « Ouais, mais j'ai envie de tester plus de cas. » Là, j'ai envie de dire « 100, ça ne suffit pas. Il faut que tu ailles fouiller plus loin. » Et en fait, c'est un moyen de forcer QuickCheck à générer plus de données et plus de valeurs pour explorer en fait, l'espace des valeurs de manière plus approfondie. Donc ça, c'est extrêmement intéressant dans la vraie vie. Ouf. Je crois qu'on y est là quand même. D'autant plus qu'il ne me reste que 5 minutes. Donc on y est vraiment. On a donc parcouru en fait, cet espace. On est parti des exemples simples. Du TDD by the book. Le cycle de TDD, j'écris des exemples. J'écris le code qui correspond. Et je produis et en fait je construis en fait une couverture et je construis
une spécification en fait, de mon code au travers d'exemples. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, on est passé à un niveau au-dessus, on dit, bah oui, mais en fait, si je pouvais encoder directement ou exprimer directement des contraintes beaucoup plus générales que de passer par un exemple, ce serait quand même vachement bien. Et du coup, on est passé par les types. Et une fois qu'on a fait tout ce travail, on s'est dit, bah oui, mais en fait, là, je teste que des choses de manière positive, puisque dans le monde des types, tout est beau, tout est pur, je n'ai pas la possibilité d'identifier des cas d'erreur. Et en fait, c'est intéressant les cas d'erreur dans la vraie vie. Du coup, on s'est dit, on va améliorer la couverture des choses qu'on va explorer dans notre domaine au travers des types et au travers des tests en utilisant des mutants. Nous voilà arrivés au moment de la conclusion. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai envie de dire, les types et les tests, ce n'est pas du tout quelque chose d'antagoniste. Souvent, il y a cette espèce d'idée que je suis dans un langage dynamique dans lequel, ou dans un langage statique dynamiquement typé, donc je vais faire des tests. Par contre, si je suis dans un langage statique, je n'ai pas besoin de faire de tests. Soit dit en passant, c'est une attitude assez prégnante dans certaines communautés de langage fonctionnel pur, paresseux, que je ne nommerai pas, qui commence par H, qui est de considérer qu'en fait, les tests, c'est bien, mais... et puis le TDD, c'est bien, mais c'est un peu pour les losers qui font du Ruby ou du Java. Donc nous, on fait des types, en fait, donc c'est quand même plus sérieux. En fait, non, les deux sont complémentaires. En fait, ce qui est très intéressant et sur lequel je n'ai peut-être pas insisté, c'est que la première étape, qui est l'étape dans laquelle vous allez explorer votre domaine à coup d'exemple, elle est vachement importante quand même, parce qu'elle permet en fait d'identifier les choses intéressantes, d'identifier les points potentiellement d'achoppement. Et c'est après, et c'est une fois fort de cette expérience qu'on est capable en fait de la recycler et dans une étape de refactoring et potentiellement dans un cycle TDD qui est un peu plus long et qui est imbriqué dans ce plus petit cycle TDD qui est le cycle TDD que vous faites devant votre machine toutes les minutes, toutes les 2 minutes pour écrire le test. En fait, il y a un cycle plus long qui est de dire OK, je fais un pas de côté ou un pas en arrière. Je dis OK, à quoi ça ressemble mon truc ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Est-ce que j'ai le bon domaine ? Est-ce que j'ai une bonne couverture de domaine ? Est-ce que j'ai bien représenté les concepts, etc., etc. Donc pour moi, les deux vont ensemble. Donc le typage fort s'insère parfaitement dans le cycle TDD. Le test de propriété a une propriété intéressante, qui est d'éviter de devoir énumérer en fait des exemples explicitement et donc de couvrir un espace beaucoup plus grand assez rapidement. L'utilisation de mutations permet d'améliorer aussi le processus de triangulation du domaine. Ce qu'on avait vu au tout début, où à coup d'exemples négatifs, en fait, j'identifiais les erreurs potentielles de mon code. Là, en fait, avec les mutants, d'un seul coup, j'en peux en générer 100, ou je peux même aller jusqu'à 10 000. QuickCheck, on peut paramétrer pour le nombre d'erreurs, du coup, c'est extrêmement puissant. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est utilisé dans la vraie vie tout ça. Donc nous, c'est ce qu'on utilise dans la boîte dans laquelle je travaille pour valider et tester l'ensemble du ledger, donc de la blockchain sur laquelle on travaille. Hydra, c'est le projet sur lequel je suis, où on utilise ces techniques aussi, notamment c'est là où on a utilisé la technique de mutation pour tester les smart contracts. Donc je ne veux pas vous saouler avec la blockchain, mais l'idée, c'est que si vous avez exécuté du code sur une blockchain avec des smart contracts qui peuvent transporter des millions, vous avez un peu intérêt à ce qu'ils soient sûrs. Donc il vaut mieux les tester. Et surtout tester les cas limites, parce que c'est là où les bactéries attaquent. Et puis il y a une boîte qui est super intéressante. Alors, ils sont 3, non, ils sont 6. Mais ils font des choses très intéressantes. C'est les inventeurs de QuickCheck, qui s'appellent Quick. Si je fais pas de Haskell, je peux quand même. C'est pas une bonne excuse. Donc je viendrai quand même vous prendre vous tirer par les oreilles l'année prochaine si vous ne faites pas de TDD avec T égale type et test. Tous les langages ont aujourd'hui des bibliothèques de tests de propriété. J'en ai listé quelques-unes que j'ai déjà utilisées. Un Python à hypothesis, qui est très bien d'ailleurs, très puissante, très intéressante, même si Python n'a pas de type. Mais Rust a une librairie qui s'appelle QuickCheck aussi. Et même Java, notre vénérable ancêtre à tous, a une bibliothèque de tests de propriété. Voilà, et je crois que j'ai fini.